Donc, bonjour à toutes et à tous pour ce premier rendez-vous de l'année. Donc, j'en profite pour souhaiter à tout le monde une excellente année, voilà, et à l'ensemble de la SFU également une année fructueuse. Ça, c'est bien parti avec ce premier rendez-vous. Donc, on remercie évidemment Valérie Belrose de nous proposer le sujet. Je vais laisser la parole à Elias qui va introduire un petit peu les circonstances de ce rendez-vous. Merci beaucoup, Elias, pour nous l'avoir proposé et l'avoir organisé avec Valérie. Juste, je rappelle très simplement les règles du rendez-vous. Donc, on va laisser, suite à la présentation d'Elias, la parole à Valérie pendant la présentation qui va durer une demi-heure, 40 minutes. On n'est pas dans un temps fixé à tout prix, mais on va couper d'ailleurs tout de suite nos caméras et nos micros. Et puis ensuite, après la présentation de Valérie, on rallumera caméra et micro pour laisser place au débat. Voilà, je te laisse la parole, Elias. Alors, bonsoir tout le monde. Nous avons l'honneur d'accueillir ce soir Madame Valérie Belrose, qui est actuellement déléguée au SDRIF du Conseil régional d'Île-de-France. Madame Belrose est ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts. Elle a démarré sa carrière au ministère de l'Agriculture, puis elle a occupé différentes fonctions, tant au niveau national qu'en Île-de-France et dans le département du Val d'Oise. Alors, le sujet qui nous intéresse ce soir, c'est un sujet vraiment avec une envergure très importante, puisque en parlant de l'Île-de-France, on parle d'une région qui a 12 millions d'habitants, sur environ 12 000 km², qui, en son sein, a une métropole d'envergure mondiale, Paris, et Paris, le Grand Paris, au sens du Grand Paris, et qui, accessoirement, est la première région économique de France, donc avec à peu près 31% du PIB national. Donc, c'est une région, à tout égard, très, très contrastée, parce que c'est à la fois la première région agricole en termes de valeur ajoutée avec les grandes cultures céréalières qu'on y connaît, et une pression foncière qui, de toute manière, est considérable. Donc, pour rappel, la région Île-de-France, entre 1990 et 2020, elle a perdu en moyenne 590 hectares de terres agricoles par an. C'est vraiment considérable. Et donc, de travailler sur ce sujet qui est le SDRIF, donc le schéma directeur régional d'Île-de-France, environnement, le E à la fin, c'est pour environnement à l'horizon 2040, c'est un réel exercice d'équilibriste. Parce qu'à la fois, il faut répondre aux enjeux de logement, d'urbanisation, et puis en même temps, il faut préserver ce patrimoine naturel qui est absolument nécessaire, à la fois pour la vie, pour l'alimentation, pour de nombreuses raisons. Donc, ce qu'on va aborder ce soir, ce seront 3 points clés. On va d'abord parler, Madame Belrose va d'abord parler de la méthodologie qui a servi à élaborer le schéma directeur. Ensuite, on va parler des principes structurants, donc la sobriété foncière, le polycentrisme, les mobilités durables. Et ensuite, on va voir comment ça va se mettre en œuvre donc, à l'horizon 2040. Voilà, donc écoutez, sans plus tarder, je laisse la parole à Madame Belrose qui va nous apporter son expertise et je la remercie déjà par avance pour ses propos. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, je vais déjà essayer de vous partager mon écran. Hop. Ça marche très bien. C'est bon, voilà. Oui. Donc, je vous propose une présentation. À mon avis, j'en ai plus pour 3/4 d'heure que pour une demi-heure, mais je vais essayer de ne pas déborder ça. Sur la construction du SDRIF environnemental 2024 ou 2025-2040, avec un premier focus sur comment on a fait pour associer les acteurs à la construction de ce nouveau schéma, et puis un deuxième focus sur, notamment en termes de méthode, et un deuxième focus sur ses grandes lignes et sa mise en œuvre. Alors est-ce que j'essaye de cliquer? Est-ce que je vais réussir à faire descendre? Voilà, super. Premier temps, comment on a fait pour associer les parties prenantes à l'élaboration? J'ai mis pour faire un SDRIF E pertinent. Le SDRIF E, donc c'est le SDRIF E environnemental, puisqu'on fait
un gros travail et l'idée, c'est qu'il soit utile et il serve à permettre un développement équilibré de l'Île-de-France dans les 15 prochaines années. Il n'y a pas besoin de le refaire tout de suite, sachant qu'on est dans un contexte difficile. Alors, quel était le cheminement initial qui a décidé la région à revoir son schéma directeur, puisqu'au jour d'aujourd'hui, il y a un schéma directeur en vigueur, il date de 2013. C'est en fait un cheminement qui a eu lieu dans la fin des années 2010. On a fait en 2019 le bilan du précédent schéma. En 2020, il y a eu en Île-de-France une COP, une conférence des parties sur les enjeux environnementaux, qui a conclu à la nécessité de réviser le précédent schéma qui était plus adapté au regard des urgences environnementales. Et puis, donc, en fait, la révision formelle du schéma, elle a été lancée en novembre 2021 par une délibération de la région. Mais avant ça, pendant l'année 2021, la région a décidé de faire une consultation préalable des acteurs pour bien cerner les différents enjeux. Et par exemple, voilà, c'est l'Institut Paris Région, qui est une agence d'urbanisme régionale, je pense que peut-être vous connaissez, qui a fait en 2021 une pré-consultation des acteurs, voilà, avec des webinaires, des ateliers, pour essayer de faire partager à la société francilienne les grands enjeux de bien vivre en Île-de-France pour les 20 prochaines années. Suite à cette pré-consultation des acteurs, donc la région a décidé effectivement de lancer la révision de son schéma directeur. C'est une délibération qui a été prise en novembre 2021. Et là, vous avez devant vous un peu le calendrier global de conduite du projet, avec, vous le voyez, jusqu'en mi-2023, en fait, un temps très important lié à la concertation, l'association des acteurs. On a une particularité pour ce schéma, c'est que en fait, vous avez à la fois le code de l'urbanisme et le code de l'environnement qui ont des dispositions sur comment on doit concerter les parties prenantes pour faire ce schéma. Manque de chance, les dispositions de ces codes ne sont pas bien articulées entre elles, donc il a fallu inventer quelque chose qui permette de satisfaire les deux codes. Et donc on a fait en fait une concertation en 3 étapes, puisque le code de l'urbanisme dit qu'il faut concerter avec les parties prenantes tout au long de l'élaboration du projet. Donc c'est la flèche gris clair que vous voyez. Donc depuis début 2022 jusqu'à mi-2023, on a fait une concertation au titre du code de l'urbanisme et on a eu un focus central qui correspondait à la concertation que nous demandait le code de l'environnement pendant le dernier trimestre 2022. Et pour toute cette concertation, la région a décidé de se placer sous l'égide de la Commission nationale du débat public. Ce n'était pas une obligation, mais c'est une décision de la région pour garantir aux parties prenantes la qualité de cette concertation. Donc ça, c'est la concertation préalable qui a été conduite jusqu'à mi-2023. À l'été 2023, la région a voté une première version de son schéma directeur. Et puis ensuite, on a conduit une phase qui est plus classique pour les documents d'urbanisme, qui est la phase de consultation des personnes publiques associées. Ça, c'est la flèche bleue que vous voyez. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais voilà, ici, où on a consulté donc l'État, les collectivités, personnes publiques associées, l'autorité environnementale. Et ensuite, on a conduit au premier trimestre 2024 une enquête publique, je vais vous donner quelques éléments dessus, ce qui a permis à la région d'ajuster sa première version du schéma, de voter une nouvelle version en septembre 2024. Et nous sommes actuellement dans l'étape toute finale de l'élaboration du document, à savoir que ce document est sur la table en ce moment même du Conseil d'État, qui devrait rendre un avis dessus probablement au courant du mois de février. L'étape finale pour que le SDRIF rentre en vigueur, c'est qu'il soit approuvé par un décret en Conseil d'État. Pour concevoir la concertation, on était donc accompagné par la Commission nationale du débat public qui a bien beaucoup insisté sur le fait qu'on devait mobiliser des moyens pour toucher l'ensemble des parties prenantes dans leur diversité, y compris celles qui étaient a priori plus éloignées du sujet naturellement. Et donc, je vais vous présenter en fait ce qu'on a fait vis-à-vis de différents publics, le public des collectivités, le public des partenaires. Les partenaires, c'est tout ce qui est acteurs institutionnels autres que collectivités, associations, syndicats, organismes professionnels. Et puis, on a eu tout un volet important de concertation tourné vers le grand public, avec, vous voyez ici, là, je vous le présenterai ensuite, différentes modalités de concertation envisagées qui étaient adaptées chacune en fonction du public cible qu'on voulait toucher. Et une petite slide, parce que quand même, c'était un très gros travail de concevoir et de dérouler cette concertation
sous l'égide de la Commission nationale du débat public qui porte quand même des exigences sur la forme et le contenu de la concertation. Et donc, on a eu la satisfaction, à l'issue de notre concertation au titre du Code de l'environnement, donc d'avoir un rapport de la CNDP qui était tout à fait positif sur la concertation qu'on a conduite. Je vous ai mis à l'écran ici le résumé de cet avis. Et donc, la CNDP s'est prononcée sur le fait qu'on a bien hybridé des moyens pour toucher les différents publics. On va y venir après, mais faire participer les franciliens sur l'aménagement du territoire à horizon 20 ans, c'est un sujet qui n'est pas immédiat pour tout un chacun. Pour vous, urbanistes, c'est quelque chose peut-être de facile d'appréhension, mais pour le francilien lambda, c'est pas du tout un sujet facile. Il voit pas forcément le lien immédiat avec sa vie quotidienne. La CNDP a aussi apporté une attention et on a essayé de la satisfaire sur la représentativité territoriale des gens qui étaient amenés à donner leur avis. On a fait des efforts importants pour rendre transparent tout ce qu'on faisait, tous les résultats de la concertation et rendre compte systématiquement, toutes les actions de concertation qu'on faisait, on veillait à ce que dans la semaine suivante, tous les résultats soient en ligne sur notre site. Voilà, et là, juste la CNDP a pointé dans le dernier paragraphe que quand on avait fait quelques formats, notamment des réunions publiques, certaines collectivités, les communes n'avaient pas forcément beaucoup relayé l'information, ce qui fait que dans certains cas, on a eu beaucoup de participants, dans d'autres, beaucoup moins. Bon, mais c'est le jeu de la concertation. À l'issue de cette concertation préalable, on a fait donc l'enquête publique, et donc là qui s'est déroulée au printemps 2024. C'était une enquête majeure. On avait une commission d'enquête avec 17 commissaires enquêteurs. Donc c'est une vraie équipe. Ces 17 commissaires enquêteurs ont tenu des permanences dans 159 lieux répartis dans toute l'Île-de-France pour permettre à tout un chacun d'accéder facilement au dossier d'enquête publique. On a développé une plateforme numérique et vous verrez après que c'était l'outil sur lequel l'essentiel des contributions sont arrivées. Et puis, à la demande de la commission d'enquête, on a organisé une réunion publique pendant l'enquête publique en complément de celle qu'on avait fait pendant la concertation préalable. Une petite slide pour vous donner le résultat quantitatif de cette enquête publique. Donc, on a eu 8735 contributions, ce qui est 2 ou 3 fois plus que ce qui avait été obtenu par la région lors des précédents schémas directeurs. Et vous voyez, en fait, là, le diagramme vous montre comment le format dans lequel sont arrivées ces contributions, la très, très grande majorité sont arrivées sur notre plateforme numérique de contribution. Il y avait aussi quelques observations qui ont été consignées par écrit sur les registres papier qui étaient dans les lieux d'enquête, et puis des personnes qui se sont manifestées par courrier. Et donc, on était assez contents de cette mobilisation qui rend compte que les acteurs franciliens se sont vraiment saisis du sujet et se sont exprimés. Par comparaison, par exemple, sur le SCOT de la métropole du Grand Paris, qui est un schéma un peu équivalent, mais sur un périmètre plus restreint, mais quand même conséquent, sur l'enquête publique, il y avait eu quelques centaines de contributions. Voilà. Donc, nous, on a fait bien sûr un effort de communication très important pour relayer l'information sur le fait qu'il y avait une enquête publique et que les gens étaient bienvenus pour s'exprimer. Et à l'issue de cette enquête publique, la commission d'enquête a délivré un rapport favorable sans réserve sur notre schéma directeur, ce qui était, je peux vous dire, pour moi, un grand sujet de satisfaction, parce qu'on a beaucoup travaillé pour, d'une part, permettre aux gens de s'exprimer, et d'autre part, pour répondre aux nombreuses questions que la commission d'enquête nous a posées. Et la commission d'enquête conclut qu'on a bien respecté les moyens obligatoires, mais qu'on a également déployé d'autres moyens pour faire en sorte que faire connaître le SDRIF environnemental et permettre aux gens de participer, que quand la commission d'enquête nous a posé des questions relatives aux contributions des gens, on y a longuement répondu. Elle nous a adressé plus de 1100 questions et qu'on a également, dans ces questions, la commission d'enquête nous avait demandé de formuler un avis sur les demandes qu'exprimaient les collectivités PPA, exercice auquel on s'est plié. Et donc, elle nous a donné un avis favorable, sans réserve, avec des recommandations pour améliorer le document qu'on a tout examiné. On a essayé d'en suivre l'essentiel. Alors, donc ça, c'est pour le cadre global de comment on a travaillé avec les parties prenantes, à la fois en concertation préalable et dans le cadre de l'enquête publique. Je vais maintenant vous détailler un petit peu les modalités des échanges et les résultats avec les différents types de publics. Le premier public du
SDRIF, du SDRIF environnemental, c'est les collectivités, puisqu'on est un document d'urbanisme qui encadre le devenir des sols, de l'usage des sols de maintenant jusqu'à 2040. Et donc, les collectivités doivent ensuite mettre leur PLU et leur SCOT en compatibilité avec le SDRIF. Donc, elles sont vraiment concernées au premier chef. Et donc, pour les échanges avec ces collectivités, ils ont été nourris tout au long du process. Vous avez ici un peu le récapitulatif sur cette diapo. Déjà, on a créé dès le lancement de la procédure une conférence dédiée qui s'appelait la Conférence des territoires franciliens, qui réunissait tous les départements, toutes les intercommunalités et toutes les associations de maires. En Île-de-France, on a 1280 communes. On ne pouvait pas réunir les 1280 communes. Et donc là, dans notre conférence des territoires franciliens, on avait à peu près une centaine de participants qui représentaient l'ensemble de ces strates. Donc cette conférence s'est réunie 4 fois durant le process. Dès le début 2022, on a demandé aux collectivités de nous faire des contributions écrites sur les défis qu'elles considéraient comme essentiels pour l'aménagement du territoire à horizon 2040. Ça, la première demande était une demande assez large, avec des questions assez ouvertes. On a ensuite envoyé à l'été 2022 un questionnaire aux maires avec des questions plus précises, avec un QCM en gros, et puis quelques données quantitatives qu'on leur demandait de préciser. On a 180 maires qui nous ont répondu. Ensuite, on a tenu à l'automne 2022 des réunions avec les élus, donc à la fois des intercommunalités et des communes dans chaque département. J'insiste un tout petit peu sur ce point, parce qu'en fait, on va venir après sur le fond, un des enjeux majeurs du SDRIF environnemental, c'est de construire la trajectoire francilienne de réduction de l'artificialisation. Donc, comment faire en sorte qu'on continue à développer l'Île-de-France en s'étalant moins? Bien sûr, c'est un changement du mode d'aménagement, du mode d'évolution de la ville. C'est un virage à prendre. C'est un virage qui était déjà largement entamé en Île-de-France. L'Île-de-France est plus précoce que les autres régions sur ce plan-là, parce qu'elle est assez contrainte depuis longtemps, et puis parce qu'elle a eu des schémas directeurs qui ont déjà engagé cette dynamique-là. Il n'empêche que c'était une trajectoire, c'est un enjeu important d'amener l'ensemble des collectivités à prendre ce virage un peu plus fort. Et pour faire cette négociation avec toutes les strates de collectivités, on a mobilisé les conseils départementaux qui n'ont pas de compétences en matière d'aménagement ou d'urbanisme, mais qui peuvent tout à fait se faire le relais avec l'échelon intercommunal et communal. Et cette mobilisation a bien marché. Et donc, dans notre conférence des territoires franciliens, on discutait avec l'ensemble des collectivités régionales, mais on a fait un certain nombre de réunions à l'échelle départementale, on va dire sous le patronage du conseil départemental concerné, avec soit les intercommunalités, soit les communes. Et je dois dire qu'à posteriori, cette mobilisation des conseils départementaux a vraiment facilité la convergence des demandes des uns et des autres pour qu'on puisse faire un SDRIF environnemental qui soit ambitieux, mais qui soit accepté par les collectivités. Pendant cet automne 2022 et le début 2023, toutes les collectivités qui nous demandaient des réunions de travail pour comprendre les sujets du SDRIF, nous partager les enjeux de leur territoire, on y a systématiquement répondu de manière favorable. On a dû en tenir une centaine à peu près. À l'issue de ce travail de concertation avec les collectivités, les partenaires et le grand public, on a été en capacité de présenter un avant-projet de document en avril 2023, en gros 3 mois avant le moment où on voulait le voter. Donc là, on l'a diffusé à tout le monde. Et on a donné aux collectivités 2 mois pour nous faire des retours sur ce document, en les aidant en début avril de 2 webinaires pour leur expliquer, pour leur faciliter la prise en main du SDRIF, puisque vous allez le voir après, c'est quand même un document assez costaud, copieux, dans lequel il faut rentrer. Et donc, on a eu 177 retours des collectivités en juin, qu'on a regardé pour adapter notre document dès le vote de l'été 2023. Et ensuite, on a eu un deuxième tour avec les collectivités, c'est la consultation des personnes publiques associées et puis les contributions à l'enquête publique. Voilà, donc avec là encore des réunions de travail avec toutes les collectivités demandeuses, ce qui ont permis aux collectivités de faire part de leurs attentes, soit en tant que personnes publiques associées, soit pour celles qui ne l'étaient pas, en s'exprimant à l'enquête publique. Et donc, on a ainsi, en gros, quand même, l'échange avec les collectivités, un premier round au début d'échange de contributions écrites, puis des séquences de travail par réunion à l'automne 2022, des contributions écrites là sur la base de notre avant-projet
au printemps 2023, puis un deuxième round de réunions et de contributions écrites fin 2023 et 2024, ce qui a permis de voter un document en septembre 2024 qui a été ajusté successivement pour à la fois tenir ces enjeux, mais répondre aux besoins des territoires. Alors, juste une petite diapo pour illustrer, mais je ne commande pas. Voilà, ça, c'était les contributions qu'on avait reçues sur l'avant-projet qu'on a mis sur la table au printemps 2023 pour vous illustrer la répartition des territoires. Voilà. Et puis là, la répartition des sujets évoqués. Je pourrais répondre à des questions là-dessus, il n'y a pas de souci, mais pour vous montrer que voilà, il y avait une forte préoccupation sur les questions environnementales et sur les questions d'extension urbaine et de production de logements et de transport. Les sujets économiques, industriels ou de production arrivaient très loin derrière. Donc ça, c'est la concertation, on va dire, enfin ça c'était les résultats de la concertation sur l'avant-projet. Là, je vous donne une diapo qui illustre les avis des collectivités, les avis des collectivités personnes publiques associées. Et donc, vous voyez, on a 77 personnes publiques associées qui ont rendu leur avis sur la première version du SDRIF qui avait été votée à l'été 2023. Vous voyez que ces avis sont globalement, pour une part d'entre eux, très favorables. C'est tout ce qui est en vert. Les quelques-uns qui sont en rouge, c'est des avis défavorables. Et puis, ceux qui sont en jaune, c'est des collectivités qui ont formulé des demandes, mais qui n'ont pas exprimé explicitement qu'elles avaient un avis favorable ou défavorable. Pour autant, quand on a regardé les demandes exprimées par l'ensemble de ces collectivités, qu'elles aient rendu un avis favorable, défavorable ou pas explicite, pour voir comment on pouvait améliorer notre document pour mieux prendre en compte les besoins des territoires. Ça, c'était une présentation des échanges qu'on a eus avec les collectivités. Les deuxième type d'acteurs qu'on a associés pour bien comprendre les enjeux de l'Île-de-France, essayer de construire un document qui réponde à ces enjeux, c'était les partenaires. Donc les partenaires, je vous dis associations, notamment associations environnementales, mais aussi syndicats, fédérations, professionnels, des structures. On avait à peu près une liste de 300 partenaires, donc on a créé un comité des partenaires qu'on a réuni 6 fois en 2022 sur des questions thématiques pour partager les enjeux franciliens avec ses partenaires. Et puis, on a également tenu 2 comités pléniers de l'ensemble des partenaires en 2023 pour leur présenter notre avant-projet de document. Ces partenaires, comme les collectivités, ont été sollicités pour élaborer des contributions écrites. Pour faire un schéma comme ça, c'est en fait très important d'avoir des contributions écrites que vous pouvez ensuite travailler à tête reposée au bureau et de pas seulement avoir des expressions lors des réunions qui sont, elles, plus difficiles à transcrire de manière productive dans le document. Voilà, donc on a sollicité des contributions écrites, on a tenu des réunions de travail là aussi avec tous les partenaires qui le demandaient. En avril 2023, comme les collectivités, on leur a présenté notre avant-projet de document. Ils nous ont fait des retours en juin 2023, une cinquantaine dont on a tenu compte dans le document qu'on a voté à l'été 2023. Ensuite, la phase de l'enquête publique, elle est beaucoup moins tournée vers les partenaires puisque c'est les personnes publiques associées qu'on consulte, c'est tout à fait cadré dans le code de l'urbanisme. Et donc, nous, on avait 5 personnes publiques associées qui relevaient des partenaires, qui étaient les chambres consulaires, donc la chambre d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers et de l'artisanat, qui se sont toutes exprimées sur notre document, qui ont rendu un avis favorable. Et enfin, à l'enquête publique, on a quelques partenaires, là encore, qui ont fait valoir un certain nombre d'observations, mais c'était beaucoup plus limité. Voilà des exemples de thématiques qui ont été abordées par les partenaires lors des contributions qu'ils ont faites en juin 2023. Le volet de la concertation de l'association des parties prenantes qui nous a le plus mobilisé, c'est la concertation auprès du grand public, où on a essayé de répondre aux attentes de la CNDP, de toucher l'ensemble des publics, y compris ceux qui sont naturellement éloignés du sujet ou qui ne participent pas naturellement aux actions de concertation, et de leur faire saisir les enjeux pour comprendre quelles étaient leurs attentes. Et donc, pour toucher ces différents publics, on a mobilisé différentes modalités dans une logique un peu d'aller vers les gens. On a eu notamment un bus qui a parcouru l'Île-de-France en faisant 50 haltes, où il s'agissait d'aller sur la base d'un certain nombre de supports assez pédagogiques, vraiment grand public, discuter avec les gens de quels étaient pour eux les défis prioritaires qu'ils voyaient pour 2040. Et en fait, on avait pour ça un petit questionnaire qui était « Ma vie en 2040 ».
Donc, on leur posait des questions sur comment ils voyaient leur vie en 2040 et sur la base de leurs réponses, on prolongeait un peu la discussion pour essayer de comprendre quelles étaient leurs principales attentes. Voilà, ici une carte qui vous indique les endroits où on a été. Et je précise qu'en fait, les endroits ont été choisis en lien avec la Commission nationale du débat public qui nous a demandé de couvrir des territoires aux enjeux diversifiés. Par exemple, d'aller dans des territoires où il y avait beaucoup de chômage, des territoires où il y avait des populations plutôt aisées, d'autres où il y avait des populations pauvres, des territoires exposés au risque d'inondation. Enfin voilà, des territoires couverts par des enjeux variés. Et la Commission nationale du débat public a insisté pour que l'ensemble de ces problématiques soient représentées dans les territoires qu'on allait rencontrer. Et donc, concrètement, avec notre bus, on a souvent été sur les places de marché, devant les équipements publics, pour rencontrer les gares, pour rencontrer les gens qui passaient. Une deuxième façon d'essayer de toucher le public, là, on a organisé des réunions publiques. Donc, une dans chaque département et puis une en général en visioconférence ouverte à tous les franciliens. Et dans chacune de ces réunions publiques, on mobilisait pour sensibiliser les gens sur les enjeux de l'Île-de-France à horizon 2040 et leur faire exprimer ce qui leur semblait prioritaire. On utilisait un jeu de cartes qu'on a conçu sur le modèle d'un jeu de cartes qui est utilisé pour faire la fresque du climat. Je pense que vous avez forcément entendu parler de cet outil qui vise à sensibiliser les gens aux enjeux du changement climatique. Il y a un bureau d'études qui est Dixit qui a fait un outil similaire pour sensibiliser aux enjeux de l'aménagement urbain qui s'appelle la fresque de la ville. Et donc nous, on a adapté ce jeu de cartes pour faire les défis de l'Île-de-France. Et dans chacune de ces réunions publiques, on faisait participer le public pour que les gens se saisissent des sujets et nous disent, selon eux, quels étaient les enjeux prioritaires. Et donc ça donnait les résultats. C'était, voilà, on avait une liste de défis identifiés qui sont ici sur la diapo de A à G. Et à chaque fois, on voyait ceux qui paraissaient les plus importants. Voilà. Un petit commentaire, la différence des résultats entre ce qu'on voit au pied du bus et dans les réunions publiques. Vous avez dans les réunions publiques des gens qui sont beaucoup plus habitués à la concertation, beaucoup d'associations, des élus de collectivités. Vous avez assez peu de monsieur tout le monde, monsieur Dupont, madame Lambda, qui viennent dans ces réunions-là. Alors qu'on avait fait une diffusion assez large. Voilà, c'est plutôt des habitués de la concertation. Pour essayer de toucher les publics vraiment éloignés de la concertation, on a développé un panel citoyen. Donc, on a réuni 100 citoyens franciliens pendant 3 samedis et on a fait attention à la sélection de ces citoyens qui devaient être représentatifs de la population francilienne, à la fois dans ces territoires, dans les classes d'âge, dans le profil socio-économique. Et donc là, c'était très intéressant. On les a fait venir 3 samedis de suite à la région ou à l'Institut Paris Région. Pour faire ça, on s'est fait accompagner par un bureau d'études spécialisé. Et en fait, il y a toute une méthodologie pour faire une prise de conscience progressive et une production par les citoyens de leurs idées sur ce qu'il faut pour l'Île-de-France à horizon 2040. Et donc, progressivement, sur chacun des 3 jours, on précise, au début, on identifiait les sujets, puis on les précisait en termes de problématiques. La dernière journée était sur des solutions. Voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais par exemple, la dernière journée, ils ont travaillé en 9 groupes sur des thématiques là que vous voyez à l'écran, en proposant des idées, bien sûr, qui ne sont pas exprimées sous forme de... C'est exprimé dans le langage, on va dire, quotidien. Donc, charge ensuite pour nous de traduire certaines de ces idées en mesure que le SDRIF, eux, pourrait reprendre sous forme de règles ou sous forme d'objectifs. Et là, peut-être un petit commentaire, quand on voit les différentes tendances qui s'expriment par les différentes modalités de concertation qu'on a utilisées, ce panel citoyen, en fait, par rapport à ce qui s'est exprimé dans les réunions publiques, exprimait beaucoup d'attentes sur la dimension sociale, résorption des inégalités, attention aux populations les plus défavorisées, et plutôt moins d'attentes que d'autres acteurs sur les questions environnementales. Donc c'était intéressant d'avoir aussi ce panel-là de gens qui n'étaient pas du tout habitués ni aux SDRIF environnementales, ni aux concertations. Pour compléter nos actions de concertation, le fameux jeu Les défis de l'Île-de-France, on a déployé un kit pour permettre aux acteurs de l'utiliser en toute autonomie. Donc c'était un petit mode d'emploi. L'utilisation, en fait, la partie de jeu quand vous jouez au jeu des défis de l'Île-de-France, la production, c'est
les défis prioritaires qu'il faut relever pour l'avenir de la région. Et donc je vais y venir après, on avait développé une plateforme numérique qui permettait à chaque groupe qui avait fait un atelier de verser les résultats de cet atelier sur la plateforme. Et donc, on a fait des webinaires pour présenter à toute personne intéressée la méthode pour dérouler un atelier. Nous, on a animé directement des ateliers dans les lycées de la région, une trentaine. On a 36 ateliers qui ont été réalisés de manière autonome par des associations, des entreprises, des habitants, voilà, des familles aussi. On a eu un peu de tout. Et tout ça, tous les résultats de ces ateliers, excusez-moi, ont été versés sur notre plateforme de contribution. Cette plateforme, ça a été un outil très important pour la concertation, puisque c'est la même chose que pour l'enquête publique. Les gens aujourd'hui, en grande majorité, se sont saisis de ces outils. C'est facile, ils peuvent le faire chez eux, dans le train, dans le métro, à l'heure qu'ils veulent. Ils y passent pas beaucoup de temps, mais donc on a mobilisé une plateforme de concertation pendant toute la durée de la concertation préalable. Et là, je rentre pas dans le détail, mais en fait, on avait bien précisé avec la CNDP que nos objectifs de mobilisation et de susciter des réactions étaient différents, étaient progressifs. Et donc, on a adapté les questionnaires qu'on mettait sur notre plateforme au fur et à mesure que le projet se précisait. Vous voyez ici les différents types de questionnaires qu'on a mobilisés. J'ai mis dans colonne les phases de la concertation. Donc, ça rappelle ma flèche grise du début. Je vous dis où on devait faire une concertation au titre du Code de l'urbanisme qui a duré toute l'élaboration du projet. Donc, c'est les phases 1, 2, 3. Et la phase 2, c'était on va dire la partie la plus intense de concertation au titre du Code de l'environnement. Voilà, cette plateforme nous a permis de recueillir 11 500 contributions, ce dont on était très content. Et vous aviez des contributions soit assez approfondies, comme en réponse par exemple au dernier questionnaire qu'on a développé dans la phase 3, les leviers d'action du SDRIF, où on indiquait aux gens, voilà, on a identifié dans la phase précédente des vrais sujets pour le SDRIF, il y a des pistes d'action, différentes solutions possibles, laquelle vous semble la préférable. Donc ça, c'est des contributions assez abouties. À l'inverse, quand vous étiez dans la première phase, le questionnaire Ma vie en 2040, ça permet aux gens de se saisir des enjeux de l'aménagement d'une région capitale. Pour autant, ça ne vous donne pas une solution immédiate de quelque chose que vous pourriez écrire dans votre document. Voilà. Et puis, une particularité, comme la présidente de région souhaitait qu'on touche particulièrement les jeunes, on a adapté nos questionnaires aux médias qu'utilisent les jeunes, et donc c'était assez amusant. Nous avons construit des stories Instagram pour essayer de présenter les enjeux de l'aménagement du territoire francilien sous forme de story Instagram, et ça a plutôt bien marché vu que on a diffusé ça sur les réseaux sociaux des jeunes, et on a eu pas mal de réponses en phase 2 sur les questions d'identification des principaux défis. Et en phase 3, on avait des questions beaucoup plus pointues où on leur avait identifié, voilà, je vous ai mis à l'écran par exemple comment on fait pour faire diminuer les émissions des transports, et on proposait aux jeunes plusieurs solutions et il fallait qu'ils cochent celle qui leur semblait la plus pertinente. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça va nous prendre du temps, mais on a fait bien sûr plein d'analyses sur toutes les contributions qu'on a obtenues pendant la concertation préalable et pendant l'enquête publique, sur les thématiques, sur les solutions proposées, sur les points de préoccupation principaux principaux points de préoccupation des franciliens, ce qui nous a aidé à peaufiner notre document. Voilà, par exemple, là, c'était quand on était un peu en phase finale, on avait un avant-projet de document avec des pistes déjà d'action. On faisait réagir sur différentes solutions possibles. Et donc, ensuite, on a analysé les taux de réponse à chaque question pour voir si les solutions auxquelles on avait pensé dans le SDRIF paraissaient, on va dire, acceptées, plébiscitées par les acteurs, ou ils n'en avaient pas conscience, ou c'était pas à quoi ils pensaient en premier. Donc ça, voilà, je vous ai présenté tout ce qu'on a fait pour associer les parties prenantes. C'était un très gros travail qui a mobilisé beaucoup de moyens, qui, je trouve, a quand même été couronné de succès, vu que nous avons eu des participations très importantes en termes de quantité et aussi qualitative.
Il faut néanmoins avoir conscience que pour élaborer ce document, les données d'entrée, ce n'était pas uniquement les résultats de cette concertation, mais c'était aussi un diagnostic qu'on a fait du territoire et qu'on s'est appuyé notamment sur l'agence d'urbanisme, l'Institut Paris Région, et la concertation a permis de, on va dire, placer les curseurs. Mais la concertation n'était pas suffisante ou n'était pas suffisamment précise pour, à elle seule, permettre de construire le schéma directeur. Mais si vous, en conciliant, en additionnant les résultats de la concertation et le diagnostic initial, on a pu élaborer notre document. Et donc là, je vais vous présenter les principes structurants du schéma directeur et j'irai ensuite sur quelques exemples de mise en œuvre. Alors, là, je vais très vite parce que normalement, c'est quelque chose qui, pour vous, est assez familier. Le schéma directeur de la région Île-de-France, ce qu'il peut faire et ce qu'il doit faire, c'est cadrer dans le code de l'urbanisme. Voilà, donc on a un certain nombre d'obligations et puis des choses dont on ne peut pas sortir, mais quand même une certaine liberté. Voilà, le code de l'urbanisme prévoit des choses, mais nous laisse une marge de manœuvre. Et notre schéma directeur, le schéma directeur de la région Île-de-France, je pense que vous le savez sûrement, puisque c'était les gens qui ont porté les premiers schémas directeurs, ça s'appelait pas SDRIF à l'époque, mais sont ceux qui ont créé la Société française d'urbanisme. Il n'y a que l'Île-de-France qui a un tel schéma. Les autres régions métropolitaines sont sur des SRADET qui ne sont pas construits du tout de la même manière. À la limite, les schémas qui se rapprochent le plus du schéma directeur de la région Île-de-France, ce sont les schémas d'aménagement régionaux dans les départements d'outre-mer. Voilà, donc ce schéma directeur, il trouve sa place dans un imbroglio de schémas régionaux divers et variés sur des politiques sectorielles diverses. Donc il doit tenir compte d'un certain nombre de ces schémas, il s'impose à d'autres. Et il s'impose notamment aux documents d'urbanisme locaux, les SCOT et les PLU ou PLUI, dans un rapport de compatibilité. Voilà, ce schéma vise simplement à vous montrer que tout est un peu lié les uns aux autres. Et donc nous, quand on a élaboré ce SDRIF environnemental, on a été regarder assez précisément ce qu'il y avait dans les autres schémas, y compris les autres schémas en révision, pour qu'il y ait une cohérence entre l'ensemble de ces schémas, qu'il y ait un rapport juridique entre deux schémas ou qu'il n'y en ait pas. Parce que c'est toujours quand même compliqué pour les acteurs de se saisir de différents schémas, c'est un peu le millefeuille français, si les uns et les autres ne disent pas la même chose. Donc on a veillé à la cohérence et on a travaillé avec les équipes qui portaient les révisions des schémas sectoriels concernés. Alors, dans le SDRIF environnemental, il y a deux piliers transversaux, celui de la sobriété et celui du polycentrisme. Je vais illustrer ici la sobriété par la sobriété foncière, mais en résumé, après je viendrai sur les sujets thématiques, mais les éléments critiques de l'aménagement du territoire francilien pour les 15 ans à venir, c'est d'arriver à se développer en consommant moins de tout, moins de foncier, moins de ressources, moins d'énergie, pour avoir, voilà, donc, et puis de se développer de manière plus équilibrée, puisque l'Île-de-France est une région très dense, très riche sur le plan économique, mais c'est aussi une région très contrastée, avec beaucoup d'inégalités, et il s'agissait d'essayer de promouvoir un développement qui se rééquilibre un peu sur le plan territorial. Et donc, on a deux dimensions transversales dans ce schéma qui sont la sobriété et le polycentrisme. Ici, je vous parle de sobriété foncière. Donc, c'est le fameux « aller vers le ZAN », dont vous avez forcément entendu parler les uns et les autres. Donc, il s'agit de ralentir le rythme de l'artificialisation. Sur ce sujet, la région Île-de-France n'est pas soumise au même cadre que les autres régions métropolitaines, qui, elles, ont dans la loi climat et résilience, une obligation de réduction de leur artificialisation de moins 50% à horizon 2031. Ce n'est pas le cas de la région Île-de-France, qui doit, comme tout le monde, être au zéro artificialisation nette en 2050, mais qui avait le choix du rythme de sa trajectoire de sobriété foncière. Et donc, c'était un des points majeurs du SDRIF-E, de définir la bonne trajectoire de sobriété foncière, à la fois celle qui soit la plus ambitieuse possible, parce que c'est quand même un vrai challenge d'arriver aux ZAN, mais qui soit aussi réaliste
acceptables par les acteurs et qui permettent de relever les autres défis, puisqu'il n'y a pas que le défi de la maîtrise de l'artificialisation en Île-de-France, il y a le défi du rééquilibrage, il y a le défi de la résilience par rapport au changement climatique. Et donc, après un certain nombre, en fait, on a travaillé de manière itérative pour aboutir à la fin à cette trajectoire de réduction qui correspond au graphe que je vous présente. Cette trajectoire-là, en fait, donc chaque décennie, le rythme d'artificialisation en Île-de-France doit diminuer de 176 hectares. Donc 176 hectares pour la décennie qui vient par rapport à la décennie passée. Quand on sera à la décennie suivante, il faudra diminuer encore de 176 hectares. Là, le chiffre dont on parle, c'est le rythme moyen annuel d'artificialisation. La décennie d'encore après, on diminue encore de 176 hectares. Et le dernier palier à franchir, c'est en 2050, il faut atteindre le zéro artificialisation nette, donc c'est-à-dire un état où dès qu'on artificialise, on compense en même à surface équivalente, on renature pour faire en sorte que les enveloppes des villes restent constantes en termes de chiffre d'hectares urbanisés. Cette trajectoire de réduction de l'artificialisation vers le ZAN, en fait, définit un plafond maximum d'hectares qui peuvent être urbanisés. Et le SDRIF, lui, doit se préoccuper de tout ce qui se fait jusqu'à 2040. Donc, sur cette période des 2 premières décennies, cette trajectoire-là correspond à peu près, ça fait 10 800 hectares qui peuvent être au maximum urbanisés. Et ces 10 800 hectares, nous les avons répartis entre 80% qui sont alloués au territoire. En fait, en Île-de-France, comme on n'a pas beaucoup, ou en tout cas c'est inégal, on n'a pas partout de SCOT, de documents intercommunaux, on les alloue au territoire qui, dans certains cas, sont des communes, dans d'autres cas, sont des intercos. On travaille à l'échelle du document d'urbanisme local. Et les 20% restants, on les a mis dans des enveloppes foncières régionales qui sont dédiées à des politiques prioritaires, notamment la transition environnementale. Dans ce qu'on appelle transition environnementale, c'est le développement des énergies renouvelables et le développement des installations de l'économie circulaire, puisqu'en Île-de-France, on a un métabolisme très linéaire et pas du tout assez circulaire. Donc, pour permettre à toutes ces installations de se développer, c'est des installations qui consommeront des espaces, on a mis la provision nécessaire dans une enveloppe régionale, ce qui permet à chacun d'aller piocher dedans. Et on a aussi fait une enveloppe régionale pour les projets de mobilité, pour que là encore, quand un projet de voie ferrée se fait sur un territoire, l'urbanisation gérée par ce projet ne soit pas apportée par le territoire traversé, mais soit portée dans l'enveloppe régionale. Et donc, les territoires se retrouvent avec des capacités d'urbanisation qui mobilisent ensuite comme ils veulent, enfin, en respectant quand même un certain nombre de règles, j'y viendrai après. Et le deuxième pilier transversal du schéma directeur, c'est le polycentrisme. Et donc, on a identifié 27 centralités et 117 polarités. Donc, à chaque fois, c'est une commune ou un regroupement de communes qui ont un rôle particulier à jouer dans le développement de l'Île-de-France. Et donc, elles sont, en résumé, elles ont des droits et des devoirs spécifiques, puisque c'est autour de ces polarités que le développement francilien sera le plus intense. Elles doivent accueillir de manière plus importante des logements, développer des activités économiques, avoir des équipements et une desserte qui correspondent, qui en fassent des points centraux pour l'équilibre des territoires environnants. J'en viens, donc là c'était les 2 piliers transversaux du SDRIF. La structure du document, elle est assez proche du document précédent, mais on l'a fait un peu condensé. On a un projet d'aménagement régional qui serait l'équivalent dans un document d'urbanisme local avec un PADD qui présente les ambitions du développement de l'Île-de-France selon 5 thématiques. On a ensuite un fascicule de règles, 150 orientations réglementaires qui sont déclinées selon les mêmes thématiques que le projet d'aménagement régional. Certaines de ces règles se déclinent sur nos cartes réglementaires. Et puis ensuite, vous avez un rapport d'évaluation environnementale. Oui, j'y reviendrai après. Dans le précédent schéma directeur, on avait une seule carte. Et là, en fait, comme on avait beaucoup d'objets cartographiques qu'on voulait représenter, on a juste fait 3 cartes pour que les cartes soient lisibles. Mais ce qui s'applique, s'il y a une carte n'a pas de poids supérieur à une autre, c'est la combinaison des 3 cartes que les documents d'urbanisme locaux doivent appliquer. Et on a veillé à ce que ces 3 cartes soient compatibles entre elles.
Je vous présente rapidement les grandes ambitions du SDRIF, que ce soit à la fois dans le projet d'aménagement régional ou dans les orientations réglementaires sur les différentes thématiques sectorielles, mais je vais aller vite parce que sinon je ne tiendrai pas dans le timing. Le premier chapitre du SDRIF, c'est un chapitre sur l'environnement, un environnement protégé pour le mieux-être des Franciliens. Dans ce chapitre-là, on va traiter tout ce qui est la maîtrise du développement urbain, donc le ralentissement de l'artificialisation. Et ce schéma, par rapport au précédent, non seulement il accélère, enfin, il fait un ralentissement plus fort, significativement. On a 3 fois moins de capacité d'urbanisation dans ce SDRIF environnemental que dans le précédent. Et en plus de ça, il sanctuarise un certain nombre d'espaces agricoles et naturels dans lesquels les collectivités ne peuvent pas aller urbaniser. C'est protégé. Et ça, il n'y avait pas ça dans le précédent schéma directeur. On a principalement inclus là-dedans tout ce qu'on appelle la ceinture verte de l'Île-de-France, puisque ce sont des espaces qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Sinon, l'Île-de-France, en fait, sera plus vivable, respirable, pour des raisons de qualité du cadre de vie et de biodiversité et de résilience au changement climatique. La deuxième dimension sur l'axe environnemental, c'est d'aller renaturer les espaces urbains pour la qualité du cadre de vie, parce que les Franciliens, comme tous les Français, apprécient d'avoir des espaces verts pour aller se promener, surtout quand les villes franciliennes sont très denses. Et on a également un enjeu fort de résilience, à la fois de résilience aux inondations, puisqu'on a des villes qui sont assez imperméables et avec des risques importants d'inondation en Île-de-France. Et puis une résilience à améliorer aussi par rapport au changement climatique. On a un effet d'îlot de chaleur urbain très important dans certains territoires. Et pour le diminuer, il faut aller renaturer davantage la ville. Voilà, donc en résumé, très rapidement, les grands enjeux qui sont portés sur cet axe environnemental. On a un deuxième chapitre qui concerne tout l'aspect ressources, les ressources mobilisables pour l'économie et pour le fonctionnement de la région francilienne, avec 3 dimensions. Une dimension de protection des espaces productifs, que ce soit des espaces agricoles, forestiers ou les ressources minières. Une deuxième dimension qui est une dimension de réduire la consommation des ressources. Donc on a dans ce SDRIF environnemental un certain nombre de règles qui visent à utiliser le plus possible l'existant, que ce soit dans les bâtiments ou que ce soit dans les matériaux. Et puis, on va développer les installations qui vont permettre de recycler les matériaux et développer les énergies renouvelables. Et donc là, c'est pour ça qu'on a fait une enveloppe foncière dédiée à la transition environnementale pour permettre à toutes ces installations de voir le jour sans concurrence foncière avec les autres produits type logement ou zone d'activité économique. Le troisième chapitre concerne le cadre de vie et le logement, avec là encore 3 aspects dans ce chapitre-là. Un premier aspect très fort en Île-de-France qui est la production de logements. On a depuis des années, voire des décennies, on a une crise du logement en Île-de-France. Et donc le SDRIF, reprend à son compte l'objectif de produire 70 000 nouveaux logements par an en Île-de-France. La nouveauté de ce document, c'est qu'il indique que 2 tiers de ces logements doivent être abordables, puisqu'on a une problématique d'adaptation des types de logements par rapport aux capacités des ménages franciliens. Et on met un accent fort sur l'optimisation du parc existant, tant en termes de rénovation thermique que de bâtiments qui sont aujourd'hui pas des logements qu'on pourrait convertir en logements. Notamment, on a dans certains coins de l'Île-de-France des bureaux qui sont vacants. Dans ce chapitre-là, on met en avant également l'ambition polycentrique du schéma directeur, avec le fait que les équipements qui procurent des services, les zones d'emploi, soient mieux répartis dans l'ensemble de la région pour permettre aux gens d'habiter, enfin de vivre dans les bassins de vie, d'y habiter et d'y travailler et d'y trouver les services sans avoir à faire des trajets pendulaires quotidiennement. Et puis enfin, une dernière dimension portée dans ce chapitre-là sur la qualité du cadre de vie, la réduction de l'exposition aux risques et aux nuisances. On a en Île-de-France 2 sujets majeurs qui sont le sujet du bruit et le sujet de la qualité de l'air. Et puis on porte aussi dans ce chapitre-là toute la dimension de valorisation des patrimoines et des paysages franciliens, puisqu'on a aussi en Île-de-France des magnifiques patrimoines bâtis et paysages. Le 4e chapitre du SDRIF concerne l'économie, avec là 3 aspects. Un aspect de
faire vivre renforcer le polycentrisme économique. Et donc, on a identifié sur la carte du territoire francilien des zones de développement économique prioritaires, d'une part des zones industrielles et d'autre part des zones économiques. On a aussi identifié des secteurs d'extension urbaine fléchés spécialement sur l'industrie. Et puis, on a un certain nombre de mesures qui visent à redynamiser économiquement les territoires, notamment ceux des polarités. Une autre dimension consiste à optimiser les gisements des sites économiques existants, puisque l'Île-de-France, en fait, elle est déjà assez fortement densifiée en matière de la ville résidentielle, mais par contre, la ville économique, elle est beaucoup moins dense aujourd'hui, et comme l'Île-de-France ne va pas s'étendre et ne souhaite pas non plus continuer à s'artificialiser, pour continuer à se développer dans moins d'espace, il faut optimiser les sites existants. Il y a tout à fait matière à optimiser ces sites, et donc on porte un certain nombre de mesures pour faire en sorte qu'on puisse développer davantage d'emplois et de valeur ajoutée dans les sites existants. On a par exemple des mesures sur la réduction ou la mutualisation des parkings. Et enfin, dans ce chapitre-là, on a eu toute une dimension sur la décarbonation de l'économie, avec notamment des mesures relatives à la décarbonation de la logistique. Le dernier chapitre thématique du SDRIF, c'est celui qui concerne les transports. Cette question des transports était ressortie très fortement dans la concertation préalable, avec une ambition de renforcer l'offre. On a déjà en Île-de-France une offre très significative de transport collectif. L'ambition est de la renforcer, de la rendre plus intermodale. Voilà, donc là, il y a un grand nombre j'y reviendrai tout à la fin, un grand nombre de projets de transport qui sont identifiés dans ce schéma. Mais on ne s'appuie pas uniquement sur les transports en commun, c'est quand même l'armature essentielle, mais il y a un certain nombre de territoires sur lesquels, vu leur densité, ils continueront à se développer autour des mobilités routières. Et donc là, le schéma porte la création de voies réservées sur les grands axes routiers, de bus à haut niveau de service pour permettre aux gens la logique, c'est de mettre moins de véhicules sur les routes, mais plus de gens dans les véhicules, donc plutôt les gens dans des bus ou dans du covoiturage et lutter contre l'autosolisme. On a un autre axe qui est sur la décarbonation des transports. Et donc là, on a certaines mesures qui sont foncières, d'autres mesures qui sont des mesures d'accompagnement qui visent à faire en sorte qu'on ait une évolution du parc de véhicules. Et puis, un axe particulier qui n'était pas porté dans le précédent schéma directeur et qui est développé ici sur le renforcement des mobilités actives, que ce soit les mobilités piétonnes ou les mobilités vélo. On porte notamment dans le schéma directeur la création d'un réseau vélo Île-de-France de 800 km de lignes qui doivent permettre de faire des mobilités fonctionnelles pour les trajets du quotidien et pas que des trajets de loisirs pour le week-end. Voilà, c'est très rapide, mais vous avez là, dans les grandes lignes, tous les sujets qui sont évoqués dans le SDRIF. Et je fais pour terminer un zoom sur... Ah oui, avant ça, je voulais juste... Voilà, pour vous montrer à quoi ressemblent les cartes réglementaires du SDRIF. Voilà, donc on a 3 cartes, elles sont compatibles les unes avec les autres. C'est des cartes qui sont... L'échelle réglementaire du SDRIF, c'est le 150 millième. Ça vous fait en gros la carte de l'Île-de-France sur une carte de 1 mètre par 1 mètre. C'est une carte d'un schéma directeur. Bien sûr, les gens peuvent zoomer, mais l'échelle d'application du SDRIF, c'est cette échelle-là. Et donc, on a expliqué un certain nombre d'éléments aux collectivités qui, bien sûr, quand elles regardent notre carte, vont essayer de regarder si leur projet urbain à tel endroit, il est bien repris exactement en compte dans ses limites précises sur notre carte. Non, il ne peut pas l'être puisqu'on n'est pas à l'échelle d'un document très précis, enfin, pas à l'échelle du document d'urbanisme local. Et ensuite, je vous donne quelques exemples juste de les mesures que prend le SDRIF pour porter un certain nombre de sujets que j'ai évoqués. C'est très partiel, mais sinon, voilà, on y passait plus que la soirée. Pour limiter l'extension urbaine, limiter l'urbanisation, le SDRIF, en fait, c'est pas comme les SRADET. Les SRADET, ils disent à chaque territoire, ils donnent un objectif à chaque territoire de réduction de leur artificialisation en termes de pourcentage. Voilà, tel Scott doit réduire sa consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers de moins 45 ou moins 50 ou moins 60% par rapport à la décennie passée. Le SDRIF n'est pas du tout construit comme ça. Il octroie au territoire des capacités d'urbanisation en hectares. Et c'est le plafond global de capacité d'urbanisation alloué sur l'ensemble des territoires qui fait
la trajectoire de réduction de l'urbanisation. Et donc, on a réutilisé des outils qui étaient déjà présents dans le précédent schéma directeur. Les capacités d'urbanisation sont allouées sous forme de pastilles qui sont un peu voilà, positionnées sur notre carte. Et puis, il y a aussi des capacités d'urbanisation qui sont liées au fait qu'une ville est dotée d'une gare, qu'une ville est considérée comme une polarité à l'échelle régionale. Et on a aussi des capacités d'urbanisation spécifiques pour les communes qui sont situées hors de l'agglomération ou les communes qui sont en rattrapage au titre de la loi SRU. Voilà. Donc, on a un système assez complexe, mais que les collectivités franciliennes connaissent bien puisqu'il existait déjà dans le précédent schéma directeur et qui, du coup, donne à chaque commune un plafond maximum d'urbanisation jusqu'à 2040 et qu'elle en développe ensuite dans son document d'urbanisme local en respectant un certain nombre de règles du SDRIF, dont celle que, quand on fait une extension urbaine, on la fait en continuité des zones urbaines existantes et pas au milieu de la plaine agricole voisine. C'est un exemple. Une autre dimension portée par le schéma directeur, c'est comment on va renforcer la protection de la biodiversité, la présence de la nature en ville, le fait que les villes soient davantage végétalisées. Et donc là, il y a tout un tas d'outils qui sont développés dans ce schéma directeur, des outils sur les trames écologiques. Donc bien sûr, on a des cartes sur les trames. Dans notre carte, il y a les trames vertes et les trames bleues qui sont représentées. Mais on a demandé également aux documents d'urbanisme locaux de définir une trame noire. Donc, une trame noire, c'est une trame où on a des zones qui sont préservées de la pollution lumineuse. Une trame brune, c'est une trame qui connecte les espaces de pleine terre. Et on a même indiqué que, si possible, les collectivités étaient incitées à développer des trames blanches. Les trames blanches, c'est un ensemble d'espaces sur lesquels on est préservé de la pollution sonore. Voilà. On a des mesures sur la préservation des zones humides, toute une dimension qui était déjà présente dans le précédent schéma directeur, mais qui est développée ici sur la pérennisation des espaces verts et de loisirs, qui sont identifiés sur notre carte. Ceux existants doivent être préservés et on en identifie 140 à développer, qui sont localisés assez précisément. On a également une règle qui demande aux collectivités locales de développer leur maillage d'espaces verts avec un double objectif d'accessibilité pour chacun un espace en moins de 10 minutes à pied, un espace d'1 hectare, et de tendre vers 10 mètres carrés d'espace vert par habitant. Et encore, par exemple, un autre exemple, c'est on a dans le SDRIF un objectif de 30% de pleine terre dans les espaces urbanisés des communes. Et quand vous voyez voilà, sur la carte de l'Île-de-France, cette carte est en illustration de cette règle-là, vous voyez tout ce qui est blanc, c'est en deçà de cet objectif aujourd'hui. Et donc, on va inciter ces collectivités-là à développer des espaces de pleine terre dans leur territoire urbanisé. Un autre exemple sur une thématique toute différente, qu'est-ce que porte le SDRIF en matière de mobilité? Donc, il a identifié, donc bien sûr, on a sur notre carte les infrastructures existantes. Pour un certain nombre d'entre elles, on a identifié que des franchissements devaient, qu'il fallait rétablir des franchissements possibles pour les espèces animales. Et donc, elles sont identifiées sur la carte, ce qui veut dire qu'il y a un aménagement à prévoir pour permettre aux espèces de passer. On porte également dans le schéma directeur un certain nombre de projets de nouvelles infrastructures de transport. Elles sont représentées sur nos cartes ici par des tracés, ici comme ça en ocre. Et donc, le SDRIF identifie, alors je crois qu'on a à peu près 80 projets de transport en commun, peut-être un peu plus, et puis 50 ou 60 projets routiers. Tous ces projets qui sont identifiés sur la carte, l'urbanisation qu'ils génèrent est prise en compte par l'enveloppe foncière régionale pour les mobilités. Et du coup, ces projets-là pourront se faire sans impacter les capacités du territoire concerné. Et puis, on a un certain nombre de règles qui visent à limiter les nuisances de ces infrastructures de transport sur les territoires urbains environnants. Des mesures sur les sites logistiques pour permettre une mobilité plus vertueuse des marchandises franciliennes qui aujourd'hui transitent beaucoup par la route et qui doivent nécessairement à terme, si on veut pouvoir décarboner l'Île-de-France, transiter davantage par le fleuve ou par le fer. Et puis, je vous le citais tout à l'heure, on a également dans ce volet mobilité des mesures sur la rationalisation du stationnement. Je suis arrivée au bout de la présentation. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop débordé du temps. Et je suis maintenant à disposition pour l'échange. J'arrête le partage. Merci
infiniment, Valérie. D'abord, pour le tour de force, hein, c'est extrêmement dense, mais on a vraiment pris un immense plaisir à découvrir tous ces aspects, et puis surtout l'ambition et le travail qu'il y a eu derrière ce SDRIF. Donc, merci vraiment infiniment. Donc voilà, j'invite tout le monde à rebrancher sa caméra, à ouvrir son micro pour un petit moment de débat. Est-ce que déjà quelqu'un a une première réaction?